Bonjour, bienvenue dans C'est Cash sur RT, la seule chaîne non faisandée du PAF. Bienvenue à tous dans C'est Cash. Olivier, bonjour. Bonjour Amira. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tout particulièrement, la façon dont est traitée l'information économique dans les médias. Quelle vision de l'économie est véhiculée dans les médias? Journalistes, experts, concentration des médias, pluralité des points de vue, le traitement de l'information économique pose-t-il problème? Aujourd'hui, nous allons évoquer tout cela avec vous, bien évidemment, Olivier, mais aussi avec Laurent Mauduit. Il est journaliste, cofondateur de Mediapart. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour à vous deux. Alors, vous êtes l'auteur des Imposteurs de l'économie, de Main basse sur l'information, publié tous deux aux éditions Don Quichotte. À noter que vous avez travaillé sur un film sorti en salle le 16 février. Ça s'appelle Média Crash, un documentaire qui raconte les coulisses des grands médias, documentaire coproduit par Mediapart. Merci donc d'être avec nous. Alors, s'informer sur l'économie en allumant sa télé, en ouvrant son journal ou son ordinateur, est-ce vraiment anodin? C'est le tiroir cash d'Antoine Vassas. Dans un rapport, l'Institut pour le développement de l'information économique et sociale, l'IDIES, dressait en 2019 plusieurs constats sur l'état de l'information économique. D'abord, les Français ont globalement, si on peut faire une généralité un peu facile, un défaut de connaissance en économie, les rendant globalement méfiants vis-à-vis du modèle ou des mesures économiques actuelles, ou pas assez critiques. L'économie, part forcément importante du fonctionnement de notre société, on la subit un peu. Et cela notamment parce que si elle est finalement assez bien représentée dans l'offre médiatique, elle est bien souvent soit trop simplifiée, soit pas assez vulgarisée pour être accessible au plus grand nombre. D'autre part, c'est bien souvent un discours assez uniforme que l'on retrouve dans les médias, le même un peu partout. Le défaut de connaissances économiques se retrouve également chez les journalistes. Peu sont spécialisés en économie et les formations en école de journalisme sur ces sujets sont trop sommaires. Du coup, les journalistes s'en remettent aux experts, économistes, enseignants, censés apporter une clarification sur des sujets parfois compliqués. Mais là encore, problème, possible conflit d'intérêts, discours très pro-système et donc complaisants, experts autoproclamés et pas assez compétents. Se pose enfin la question de la concentration des médias. Même s'il ne s'agit pas de remettre en cause l'indépendance des journalistes, 5 des 7 grands quotidiens appartiennent à des milliardaires industriels, de même que la plupart des chaînes d'information et des radios. Olivier, aujourd'hui, selon vous, quel est le plus gros problème du discours économique dans les médias? C'est un discours mainstream, très souvent d'économistes qui n'en ont que le nom. Vous savez, vous avez énormément d'économistes qui sont soi-disant des experts, qui vous racontent un nombre de bêtises incroyables. Mais c'est dans tous les sujets d'ailleurs, c'est pas qu'économique. Vous voyez les experts qui d'une seconde à l'autre peuvent basculer, experts militaires, experts santé, experts, etc. Et on demande la plupart du temps dans les télévisions à des gens qui sont quelquefois bac-15 de raconter leur avis sur des choses dont ils ne maîtrisent pas le début du thème. Donc c'est le cas pour l'économie, c'est le cas pour la santé, c'est le cas pour la médecine, c'est le cas pour à peu près tout. Alors c'est encore plus facile pour l'économie qui, je rappelle, n'est pas une science, mais plutôt du bon sens. Et donc, c'est assez facile de faire défiler des gens qui ont des avis totalement contraires et je vous dis, la plupart du temps, totalement idiots. Alors, je vais vous donner un exemple qui, pour moi, représente tout ce qu'on peut dire sur le sujet. J'ai regardé Wikipédia et je suis tombé quand même sur
le truc qui m'a assis par terre, figurez-vous que Sandrine Rousseau, dont vous connaissez les sorties toutes plus drôles les unes que les autres, Sandrine Rousseau est professeure d'économie, et pas au fin fond de la Creuse, hein, mais est professeure d'économie. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Hein. On va vous demander votre avis. Elle va former des centaines de gamins qui ne connaîtront absolument rien à l'économie et qui vont raconter des bêtises par la suite. Donc voilà. On est dans des médias, qui n'y connaissent la plupart du temps strictement rien, qui sont pas là pour analyser quoi que ce soit, mais qui sont là pour commenter des chiffres qu'on leur donne complaisamment parce que ça va dans l'air du temps. Donc ça n'a pas grand intérêt, malheureusement, la plupart des émissions économiques et la plupart des experts qui passent sur les chaînes et qui connaissent absolument rien à l'économie réelle, parce que c'est leur métier de passer leur temps sur des plateaux. Ils n'ont jamais rien fait d'autre, et malheureusement, c'est pas ça à l'économie. Alors Olivier, on va nuancer tout à l'heure vos propos. Laurent Mauduit, je voulais savoir, selon vous, pourquoi la façon aujourd'hui dont est traitée l'information économique en presse écrite, en presse télé, pourquoi ça pose problème ? Écoutez, ce n'est pas tellement, à mon avis, une question de compétence. Et à mon avis, poser le débat dans ces termes-là nous induit en erreur. Parce qu'un journaliste n'est pas un expert, ou il ne devrait pas l'être en tout cas, même s'il y a des journalistes qui prennent cette posture de perroquet savant, qui répètent, qui parlent de choses dont ils ne connaissent pas. Le métier du journaliste, c'est quoi ? Dans toutes les disciplines, quel devrait-il être ? C'est de produire des informations, d'enquêter, de mettre sous le nez des citoyens les faits que parfois on veut leur cacher, pour faire réfléchir les citoyens. Or, il y a eu un dévoiement, parce que c'est vrai que beaucoup de journalistes se prennent pour des experts, papotent à longueur d'année sur... Bon. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour une raison très forte, c'est qu'il n'y a pas de légitimité démocratique à la presse en France, pour des raisons historiques très anciennes, qui tiennent à la culture très illibérale en politique. Hein. Parfois, le pays a été libéral en économie, mais jamais en politique. Et donc, prenez les grands pays, par exemple anglo-saxons, il y a une légitimité à la presse. Et si vous prenez la presse financière elle peut avoir des points de vue éditoriaux, mais elle enquête. Le Financial Times ou le Wall Street Journal font des enquêtes sur les dérives des banques. En France, il n'y a pas d'enquête financière. L'enquête a disparu ou a très peu existé. C'est vrai aussi pour une partie de la presse politique. Hein. Et à quoi ça tient ? Si vous vous souvenez... quand Bernard Arnault, patron de LVMH, prend le contrôle des Échos, premier journal économique français, 2007, la société des rédacteurs des Échos s'insurge. Comment est-ce qu'un journal comme les Échos, premier journal économique, peut être la propriété du PDG le plus puissant, à la fois LVMH, premier annonceur publicitaire de la presse, actionnaire très important au sein de Carrefour. Et donc ils disent, il y a un conflit d'intérêts majeur. Et ce conflit d'intérêts, c'est quoi ? Il peut y avoir des censures. Il y a beaucoup de censures dans les Échos. Je pourrais vous les donner des exemples si vous le souhaitez. Mais surtout, ça crée une sorte d'écosystème qui pousse à quoi ? À l'autocensure. Moi, je peux, juste un exemple, je peux écrire 15 enquêtes dans Mediapart sur les irrégularités de la banque Natixis. J'ai pu titrer sur Mediapart, Natixis a floué plusieurs millions d'épargnants. Et je suis habitué au procès avec Natixis et PPCE, puisqu'ils m'ont fait mettre un examen 12 fois et j'ai gagné tous mes procès. Mais ça n'arrive jamais dans les Échos, ce type d'enquête sur une banque. Alors justement, on va regarder, vous parliez de la concentration, donc des médias, regardez cet état des lieux qui a été fait par Challenge. Je ne vais pas citer tout le monde ni tous les médias parce qu'il y en a beaucoup, mais dans les grandes lignes, nous avons donc Bernard Arnault qui détient les Échos, François Pinault Le Point, la famille Dassault Le Figaro, Bolloré CNews, Olivier les médias qui nous livrent des informations économiques mais qui sont détenus par des personnalités qui ont forcément des opinions politiques et peut-être des intérêts économiques. Mais on le voit bien, regardez quand même ce qui s'est passé il y a quelques semaines. D'abord, c'est tous les titres de journaux aujourd'hui sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire par nous. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu quand même M. Macron qui, complaisamment, a fait un petit
un petit chèque de 480 millions ou 500 millions. C'est 2 fois acheté, c'est-à-dire vous avez les milliardaires qui sont propriétaires et c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que c'est une bonne opération financière. On sait très bien qu'il n'y a aucun journal qui a rapporté le moindre copec à un milliardaire, jamais. Et pour équilibrer les comptes, c'est subventionné par l'État et c'est payé par l'État. Alors on paye. Je peux prolonger le propos? Oui, bien sûr, Laurent Méduy, allez-y. Hein. Puisqu'on est sur une chaîne qui s'appelle Russia Today, je voudrais juste vous rappeler, c'est plus qu'une anecdote, ce qui se passe pendant l'entre-deux-guerres en France. Juste avant la guerre de 14, le régime tsariste russe a envie que la presse française parle bien du régime tsariste, parce qu'il y a les emprunts russes, hein, et donc ils veulent cajoler les épargnants. Et donc il y a un émissaire russe qui s'appelle Arthur Rafalovitch, à qui le ministre des Finances russe demande d'essayer de corrompre la presse française. Arthur Rafalovitch, un esprit élégant, économiste, et voilà. Et il envoie des capes diplomatiques tous les mois au ministre des Finances où il raconte ce qu'il fait. Et il dit « Je pensais que ce serait très dur ». Et sa stupéfaction, c'était la facilité. Tous les journaux français ont pris de l'argent russe à l'époque. Et comment le sait-on? C'est qu'ensuite, il y a eu la révolution de 17 et les bolcheviks trouvent les archives. Et dans les archives, il y a Le Figaro, Le Temps, toute la presse. Et Arthur Rafalovitch a cette formule terrible dans un cap diplomatique. Il parle de l'abominable vénalité de la presse française. Eh bien, pourquoi je vous rappelle l'anecdote? C'est que le système perdure. Comment dire, l'information de qualité, qu'elle soit économique ou dans d'autres domaines, c'est décisif pour les citoyens, parce que le droit de vote ne vaut rien si le citoyen n'est pas éclairé. Or, comment voulez-vous avoir des citoyens éclairés quand il y a une presse sur laquelle pèse un soupçon de conflit d'intérêts? Et c'est un problème qui est assez spécifiquement français, pour les raisons que j'ai indiquées, parce que la culture française, il y a une culture, il y a le legs monarchique, il y a le legs bonapartiste de l'Empire, voilà. La bonne presse est une presse à la botte. Et ça continue, regardez, je vous ai cité les Échos. Pourquoi est-ce que dans les Échos, quand, je ne sais pas, M. Bernard Arnault, il y a 3 semaines, trouve un arrangement avec un tribunal pour payer 10 millions d'euros pour qu'on ne parle plus, qu'il n'y ait plus de suite judiciaire à l'affaire Squarcini, qui est l'ancien patron de la DGSE, qu'il a embauché pour espionner, en l'occurrence, un député de la France Insoumise. Voilà, ce sont des mœurs singulières tout de même. On va continuer d'en parler, bien évidemment, c'est un sujet très, très riche et très délicat. C'est l'heure de marquer une courte pause, à tout de suite. De retour dans CKH avec nous toujours Laurent Mauduit, hein, vous êtes cofondateur de Mediapart, et puis Olivier, hein, vous êtes avec nous, on vient d'en parler, hein, de ces riches industriels qui parfois détiennent des parts, hein, dans des magazines économiques. Dans un tel contexte, Olivier, il paraît parfois difficile que la pensée économique se déploie dans toute sa diversité. Mais ce n'est pas que la pensée économique, c'est la totalité des politiques, économiques et sur tous les autres thèmes. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est un spécialiste de l'économie, on s'aperçoit qu'il y a des couacs dans le secteur économique, mais on se dit très vite qu'il peut y avoir des couacs ailleurs, puisque sur des sujets qu'on connaît moins bien. Donc, je pense qu'en effet, le fait que 2 ou 3 personnes détiennent entièrement la presse, sachant, je vous dis, que c'est quand même pas le business qui leur rapporte le plus d'argent, voire que c'est plutôt ils font passer ça plutôt pour des danseuses. Je suis quand même très étonné que tous ces gens-là investissent des milliards là-dedans, et que je me dis que a priori, il doit y avoir une raison qui n'est pas forcément celle de gagner de l'argent, mais peut-être plus de pouvoir. Donc voilà, je crois qu'en effet, il y a une raison derrière tout ça et qu'elle n'est pas uniquement financière, comme certains veulent nous le faire croire. On a eu l'interview il n'y a pas très longtemps de M. Drahi qui expliquait que vraiment c'était par bonté d'âme qu'il rachetait certains titres et qu'il investissait dans la presse, mais j'ai quand même du mal à le croire. Laurent Mauduit, on en parlait, hein, justement de ces riches industriels donc, qui détiennent, hein, des magazines. C'est
ce n'est parfois pas pour gagner de l'argent, parce que ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Et vous nous parlez de logique d'influence. D'influence. En fait, si le naufrage de la presse est de deux ordres. Un, cet écosystème très, très pernicieux a conduit à ce que dans la presse d'information économique, il n'y ait pas d'enquête, je l'ai dit. Donc la presse ne fait pas son office principal. Et puis deux, ça a eu un autre effet qu'Olivier Lamarche évoque à l'instant, qui est l'absence de diversité et de pluralisme. Et c'est très important en économie, parce que l'économie n'est pas une science exacte. C'est une branche des sciences sociales dont la richesse ne dépend que du pluralisme de ses approches. Or, moi, je l'ai du temps où je dirigeais les pages économiques du Monde, on était très vigilants à cela. Moi, j'ai une sensibilité et on avait fait en sorte que d'autres éditorialistes du Monde défendent des sensibilités qui n'étaient pas la mienne, y compris pour qu'on débatte entre nous. Or, si vous regardez la tonalité de toute la presse économique, du point de vue éditorial, ce sont des perroquets qui pensent tous la même chose. Vous n'avez pas de petites nuances dans vos propos? Non, mais regardez... C'est quand même triste, ça veut dire que tous les médias... Non, s'il y a des journalistes, bien sûr, qui ont la tête haute, mais je veux dire, observez, par exemple, le traitement de l'économie, y compris sur le service public. Le service public, qui fait l'éditorial économique de la principale radio française, c'est un journaliste des Échos qui défend tous les matins le point de vue du MEDEF. Donc c'est complaisant avec le système, selon vous? Non, oui, mais évidemment, le système pense à l'aspect monopensée. Il n'y a qu'une seule pensée qui domine, c'est le néolibéralisme, c'est le seul. Si vous dites à quelqu'un dans la presse que vous êtes keynésien, oh là, encore pire, marxiste, vous vous rendez compte? Quelle abomination, non. Toute la pensée économique est balayée au service de gens qui répercutent ce que souvent... Il y a des poches de résistance, sur France Culture, il y a des poches de résistance. J'entends le point de vue d'Olivier Lamarche qui n'est pas le point de vue dominant. Mais c'est vrai que le point de vue dominant partout, écoutez BFM Business, ça vous fait peur, il n'y a même plus de débat. L'économie, c'est une science exacte. Gagner de l'argent et faire le maximum de dividendes. Tout de même, la force de l'économie, c'est l'économie politique, c'est la part de choix des hommes, c'est qu'il y a des possibilités de choisir. C'est ça l'enjeu du débat. Or, en France, ça a été en grande partie balayé. Dire que la normalisation économique de la presse s'est prolongée par une normalisation éditoriale. Olivier, justement, on va parler de vous, finalement, de cette émission, C'est Cash, une émission économique qui passe à la télévision. C'est peut-être l'occasion de faire en sorte une autocritique. Justement, comment vous faites, quels sont les automatismes que vous avez pour être sûr de ne pas traiter l'information dans l'intérêt économique de quelqu'un? La différence, si vous voulez, c'est que je suis économiste avant d'être éditorialiste, que j'ai en plus un autre métier. Je suis chef d'entreprise. Je suis pas un économiste universitaire qui ne connaît de l'économie que la fenêtre de son bureau. Je travaille tous les jours, j'ai monté des sociétés, j'ai une société qui est un family office, donc je gère la fortune de gens qui ont de l'argent. J'essaie d'aider la plupart des gens qui me téléphonent pour qu'ils évitent de se faire piquer leur argent. Et donc voilà, donc c'est quelque chose, c'est l'économie, je vous ai dit, c'est pas une science, c'est du bon sens, l'économie. Et le problème, c'est que aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont du bon sens. Et puis, secondo, alors je l'ai connu en plus sur BFM, donc je peux en parler. C'est-à-dire que sur BFM, c'est très policé. Vous n'avez pas d'analyse. Vous avez des commentaires de chiffres, vous avez des commentaires de phrases du ministre de l'économie, mais on n'analyse pas. Vous demandez à tous les experts qui viennent commenter, par exemple, les chiffres du chômage, demandez-leur une simple chose, comment est-ce calculé? Ils sont incapables de vous répondre. Incapable de vous répondre. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est-à-dire, j'ai demandé à la personne qui était en face de moi comment on calculait le chiffre du chômage, par exemple, aux États-Unis. Ils sont incapables de vous le dire. Et pourtant, ils font des heures dessus.
Ils font des heures à vous expliquer que là, il y en a 1000 de moins, que c'est extraordinaire qu'il y en ait 1000 de moins, etc. Mais ils ne savent pas comment c'est calculé. Donc, si vous voulez, on est descendu à un niveau qui est abyssal. Abyssal. Donc, et sur beaucoup de choses dans la télévision, etc., on est sur des niveaux qui sont incroyablement bas. Donc, on fait maintenant, je suis désolé de le dire, mais enfin, on en est réduit maintenant à faire les débats politiques chez Hanouna. Quand même un souci, quoi. Enfin, dites-vous ça 2 fois à haute voix et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui colle pas. Donc, je suis désolé, j'ai rien contre Hanouna, mais enfin, on est quand même tombé sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Vous parliez justement, Laurent Mauduit, tout à l'heure du niveau de ceux qu'on interrogeait dans les émissions économiques. Justement, on va s'intéresser à ceux qu'on interroge dans ces émissions. Regardez, c'est une étude qui a été menée par Mickaël Lenné dans son livre « L'économie vue des médias », publié aux éditions du Bord de l'eau. L'étude a été réalisée sur tous les articles d'économie parus en 2014 et 2015 dans les principaux quotidiens français. Et clairement, on voit clairement les PDG et les cadres sont plus souvent interrogés que les économistes. Laurent Mauduit, comment peut-on l'expliquer ? C'est le système de la pensée unique. On a créé un système de monopensée et donc c'est un petit cénacle de gens permanents, toujours les mêmes, qui sont interrogés, qui donnent toujours le même point de vue. Et observez, notamment, il y a un cénacle qui est très connu, le cercle des économistes. Les cercles, alors moi, par moquerie, je les appelle le cercle des économistes de la pensée unique. Ils disent tous la même chose, tous. Il y en a marre du SMIC, il y en a marre des cotisations sociales. Or, l'aspect le plus stupéfiant, c'est que ça reste le cercle dominant des économistes médiatiques. Sur toutes les chaînes, vous entendez. L'aspect très étonnant, c'est qu'ils ont même conclu un accord qui est resté confidentiel avec Radio France. Et donc, toute la semaine, y compris le week-end, vous avez des économistes du cercle des économistes, toujours les mêmes, qui expriment la même doxa. C'est un système fermé. Et on va passer tout de suite aux questions des téléspectateurs. Olivier, on a cette question qui nous vient d'Adamska Oslo. Je voudrais qu'Olivier Delamarche en dise plus sur l'inflation résultante de l'effacement de la dette.